Cette semaine au Balado, on parle de l'encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV sur l'intelligence artificielle avec le journaliste au Verbe Média Simon Lessard. Et Simon Demers nous propose sa vision du conservatisme pour l'avenir du Québec. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Et dans la première partie de ce balado de cette semaine, nous avons la joie d'être en présence de Simon Lessard, journaliste au Verbe Média et théologien. Simon Lessard, bonjour. Bonjour Francis. Simon Lessard, vous êtes actuellement à Lyon, en France, en spécialité, pour faire une spécialisation. Puis c'est justement à ce titre-là, puisque vous êtes vraiment au courant de l'ensemble des actualités et capable de contextualiser aussi certaines nouvelles qui nous proviennent du Vatican, de Rome, puisqu'a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines la sortie de ce qu'on appelle une encyclique. Son titre, Magnificat Humanitas, donc ça veut dire l'humanité magnifique, tout dépendant des traductions. On peut traduire autrement, Francis. En fait, c'est intéressant parce que dans l'Antiquité, magnifique, c'est pas tant une question esthétique, de beauté, d'être splendide, comme on l'entend aujourd'hui en français. C'est une capacité à faire des grandes choses. Chez Aristote, par exemple, l'homme magnifique, c'est lui qui a beaucoup d'argent et qui est important dans la cité, qui va financer des grandes œuvres pour le bien commun. Donc, c'est beaucoup plus quelque chose de... C'est la magnanimité, là, comme on dit, là. Exactement. Et donc, on traduit souvent humanité magnifique, mais je pense qu'une meilleure traduction aurait été pour cette encyclique-là du pape Léon XIV, l'humanité capable d'accomplir des choses merveilleuses. Oui, puis parmi ces choses merveilleuses, il y a toutes les différentes techniques et les différentes, on pourrait dire, technologies qui sont inventées par l'intelligence humaine. Et parmi celles-là se trouve aujourd'hui l'intelligence artificielle et justement l'encyclique a comme sous-titre sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, pouvez-vous, Simon Lessard, d'abord nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est qu'une encyclique, là, en quoi c'est important pour un pape ce genre de publication-là, parce que, Léon XIV a été élu, c'est sa première encyclique, donc c'est un peu programmatique aussi, là, c'est un peu le plan de match qui s'en vient pour son pontificat. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une encyclique, et pourquoi c'est important pour un pontificat? Une encyclique, en gros, c'est une lettre très solennelle que le pape adresse soit à l'Église catholique, qui est quand même plus d'1 milliard de personnes à travers le monde, dans toutes les nations, toutes les cultures, ou parfois, comme c'est le cas dans cette première encyclique là, du pape Léon XIV, adressée à l'humanité au complet, c'est-à-dire qu'il va dire à toutes les personnes, tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Et pourquoi le pape fait ça? Il souhaite exposer un enseignement officiel de l'Église sur une question importante, soit de foi ou de morale, ou dans ce cas-ci, davantage de société. Donc, c'est une manière de mettre de l'avant une thématique que le pape juge urgente et importante. Et pour un journaliste comme moi, spécialisé dans les questions religieuses, dans l'actualité de l'Église catholique, eh bien, une première encyclique d'un pape, c'est extrêmement important parce qu'il nous dit un peu sa vision du monde, sa vision de l'Église, ses grandes priorités. Et c'est exactement là, ce qu'a fait Léon XIV dans cette première encyclique. La première encyclique est un grand document, là. Puis, pour ceux les néophytes parmi les auditeurs, peut-être que ça vaut la peine de s'attarder dans l'ensemble, peut-être même comprendre les premiers chapitres, parce que les premiers chapitres, d'une certaine façon, il y a le contexte de ce document, Léon XIV, qui a choisi ce nom-là par rapport à Léon XIII, qui était le grand pape qui venait au moment de la Révolution industrielle et c'est là qu'est né au sein de l'Église, qu'on appelle maintenant la doctrine sociale de l'Église. Et donc, c'est d'une certaine façon le pape qui en vient à parler aussi des choses, parce qu'on sait le pape a une mission d'abord spirituel, d'expliquer comment et d'annoncer les moyens du salut, donc pour la vie éternelle et ne pas tomber dans la géhenne éternelle, cet enfer aussi qui selon la doctrine catholique, est une
possibilité. Mais là, ça va au-delà d'une certaine façon de cette mission pour l'annonce et de la vie éternelle. Il y a Ouais, comment faire aussi pour faire en sorte que la société, les hommes puissent bien évoluer dans ce monde aussi. Donc, parlez-nous, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? ouais, ben, en fait, l'Église s'intéresse, comme vous l'avez dit, Francis, à ce qui est propre à elle, à ses propres croyances, qui est le fait que l'humanité est appelée à participer à la vie divine, à une autre vie dans un au-delà. Mais elle pense quand même que la vie sur Terre, c'est important. Et c'est important pour les chrétiens, mais c'est important aussi pour tout le monde. Et l'Église a développé des enseignements sur comment mieux vivre ensemble. Oui, entre croyants, mais aussi avec les gens de toute religion, parce que la vie humaine sur Terre est une sorte de préparation et un moyen pour ce qu'elle considère être le plus important, la vie divine, la vie après la mort. Or, cette encyclique, c'est très significatif. Le pape l'a signé le 15 mai 2026, publié une semaine ou deux un peu plus tard, mais c'était exactement le moment de la signature du texte, 135 ans après ce qu'on considère être le texte fondateur de la doctrine sociale de l'Église dans la modernité. Donc, le texte de Léon XIII, donc aussi un pape qui portait le même prénom que le pape actuel, donc cette encyclique Rerum Novarum, qui était comme vous l'avez dit, Francis, au temps de la révolution industrielle. Et l'Église sentait à cette époque qu'elle était en train de perdre les travailleurs. C'était les communistes qui réussissaient à avoir un grand discours, une vision du monde, de l'histoire, pour séduire les travailleurs qui se sentaient opprimés dans cette révolution industrielle. Eh bien, quand il a été élu, le cardinal Prévost, premier pape américain, a dit « J'ai choisi le nom de Léon en référence exactement au pape Léon XIII qui avait publié Rerum Novarum parce que, a-t-il dit, de même qu'à son époque, il y a eu une grande révolution industrielle, aujourd'hui, nous vivons une nouvelle grande révolution, un changement d'époque. Comment peut-on l'appeler? Une révolution technologique peut-être, une révolution numérique. Et donc, pour lui, c'est l'enjeu de l'heure. Peut-être que pour François, c'était son prédécesseur, c'était la crise écologique, par exemple, ou la crise des migrants qui était l'enjeu de l'heure. Mais Léon XIV, lui, voit que cette explosion des nouvelles technologies, spécialement de l'IA, c'est pas simplement une nouvelle technologie comme notre téléphone ou une Tesla, une nouvelle voiture, etc. C'est quelque chose qui change notre conception même du monde. Alors, évidemment, le pape, lui, n'a pas le choix de prendre la parole. Et là, il va, dans les premiers chapitres, là, expliquer un peu les différents principes généraux de la doctrine sociale, comme bon, le principe du bien commun, la destination universelle des biens, subsidiarité, solidarité, justice, et un peu ces cinq... bon, justice sociale, on pourrait dire que ça a été rajouté un peu, là, parce que ça englobe un peu tout ça. Mais on peut dire d'une certaine façon que ces différents principes-là, c'est un peu la matière avec laquelle il va jongler et utiliser son discernement dans des cas précis. Donc, c'est justement ces premiers chapitres-là. Et il y a aussi une introduction dans laquelle il montre disons, la dichotomie entre la tour de Babel, par exemple, la construction, comment participer à la construction du royaume de Dieu. Donc, participer, non pas construire par nous-mêmes. Il y a toujours entre guillemets, variable Dieu est toujours présente. Donc, on va véritablement expliquer comment doivent se comprendre ces différents principes-là avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est justement cette intelligence artificielle. On a dit beaucoup, justement, par rapport au contexte de publication et de Rerum Novarum de Léon XIII, que d'une certaine façon, Rerum Novarum s'inscrivait avec un peu plus de recul par rapport à la révolution industrielle, puisqu'elle avait presque déjà eu lieu, et donc on pouvait voir les avantages, les désavantages et tout ça. Aujourd'hui, on est tellement presque au début. Oui, on peut se baser sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ça, mais l'intelligence artificielle fait un pas de géant par rapport à ces technologies. D'une certaine façon, on ne sait pas encore. On peut spéculer sur ce qui s'en vient, mais on est encore vraiment dans Au l'embryon tout de ce début, qui s'en vient. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça dans le fond? Est-ce qu'on peut s'attendre à une analyse aussi précise qu'aurait pu faire Rerum Novarum à son époque, puisqu'il y a une espèce de décalage là, dans l'écriture par rapport à la révolution qu'ils sont en train de traiter?
Oui, c'est une très bonne observation. D'ailleurs, le pape est très humble. Dès le début, il dit, en fait, personne comprend parfaitement l'IA et personne surtout ne peut prévoir qu'est-ce que va apporter l'IA. Ça va tellement vite. Et c'est justement là que son texte est intéressant. Plutôt que de nous dire quoi penser sur l'IA, c'est-tu bien, c'est-tu mal, est-ce que je devrais l'utiliser ou pas l'utiliser, le pape a pris une sorte de recul lui aussi, mais autrement. C'est-à-dire qu'il dit, bon, là, c'est nouveau tout ça, eh bien, revenons à nos grands principes universels de discernement. Et c'est pour ça que sur un texte de plus de 40 000 mots, c'est-à-dire environ 250 pages, 250 paragraphes, donc le nombre de pages, ça dépend de la manière dont on édite le texte, le pape en passe plus de la moitié à revenir sur ces grands principes là, que vous avez nommés de la doctrine sociale, subsidiarité, bien commun, solidarité, le fait que l'être humain, par exemple, est créé à l'image de Dieu dans une perspective chrétienne. Et il dit tous ces grands principes, voilà ce qui va vous permettre vous-même de juger et de faire les bons choix dans cet avenir et ce présent aussi que nul ne peut prévoir. Donc, Et donc, il dit pas quoi penser, il dit voici les principes avec lesquels je vous invite à penser avec moi, finalement. oui, et tout le monde, autant vous et moi, dans notre petit usage personnel là, qu'on peut faire de ChatGPT, par exemple, autant quelqu'un qui travaille dans ces compagnies, qui développe ces nouvelles technologies, qui ont des choix à faire aussi au moment où ils créent ces IA, autant les gouvernements, nos politiciens qui doivent penser peut-être à encadrer tout ça. Donc, à toutes les échelles, il y a des êtres humains qui doivent réfléchir et poser des choix. Et donc, il nous renvoie à notre responsabilité à nous. Donc, on sort d'un paradigme où l'Église infantiliserait les gens et leur dirait, voici comment penser et comment agir. Non, on rappelle des grands principes pour toute l'humanité, chrétien ou pas, parce que presque tous les principes là, valent pour tout le monde. Et on dit, arrêtez de penser là, qu'il y a une marche de l'histoire automatique, qu'on ne peut rien y faire, que c'est le progrès. Hein? Non, vous avez à chaque jour des décisions à prendre par rapport à ces nouvelles technologies, eh bien, faites-vous les bons choix, en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que pour une fois, l'Église catholique est comme une des premières au monde à apporter une grande réflexion comme ça. Quand le pape François avait sorti son encyclique sur l'écologie Laudato Si, qui était aussi très grande, très belle, soyons honnêtes, il était un peu 10-15 ans en retard. Ça faisait longtemps que tout le monde parlait d'écologie. Bon, c'était la première fois que l'Église le faisait, mais à l'échelle du monde, il était en retard. Là, l'Église est la première au monde. Il y a eu quelques petites déclarations en Europe à l'UNESCO sur l'IA, mais c'est toujours d'un point de vue diplomatique, juridique, technique. Là, le pape est le premier d'une grande institution mondiale à proposer une réflexion anthropologique, globale, éthique, philosophique et théologique sur comment l'IA modifie notre conception du monde. Et donc, les catholiques peuvent être fiers. Pour une fois, ils ne sont pas derrière tout le monde, mais en avant de tout le monde. Pour aller plutôt au contenu, et justement de ces nouveautés, ou disons ces questions nouvelles que le pose le pape, il y a la question, on pourrait dire presque heideggerienne, sur la neutralité ou pas de la machine. Est-ce que, selon vous, le pape dit, toute technologie, l'intelligence artificielle n'est pas simplement une technique, donc c'est pas simplement une technologie, et elle n'est pas neutre non plus. Et donc, elle ne peut pas être considérée comme quelque chose auquel on peut se fier tout le temps, c'est-à-dire n'importe quelle matière, par exemple. Oui, est-ce que on le comprend d'une manière simple lorsqu'on fait une recherche sur ChatGPT, sur Claude, sur Grok et tout ça, on voit qu'il y a certaines différences. Donc, qui est responsable de ces différences-là? C'est d'où viennent les informations, donc le data, la source du data, ou l'algorithme lui-même créé pour orienter d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a ça. Donc, on arrive à le comprendre, mais aussi le fait d'utiliser un algorithme lui-même dans des décisions, dans des matières qui peuvent être même dangereuses. On peut parler aux militaires, on peut parler... Tout ça, ça montre que la neutralité doit être... l'absence de neutralité de l'IA doit être comprise. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la réflexion, disons, étatique ou dans une démocratie par rapport à cette neutralité qui n'existe pas finalement? Ouais, donc
comme j'ai dit, le pape ne dit pas l'IA c'est bien, l'IA c'est mal, prenez-la, prenez-la pas, mais il dit fortement aussi nous ne pouvons pas considérer l'IA comme moralement neutre. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que prenez un outil comme un couteau, ben un couteau, c'est moralement neutre. Donc, tu peux l'utiliser pour couper ta viande, même un médecin pour faire des opérations et sauver des vies, mais évidemment, on peut aussi l'utiliser pour assassiner. L'IA, c'est plus grand, plus large que ça, en fait. Le simple fait d'utiliser l'IA, par exemple, a un impact écologique, un impact social. Ensuite, ça modifie nos manières de penser, de choisir, d'entrer en relation les uns avec les autres. Ça modifie la manière, le travail. Donc, il y a des emplois qui vont changer. Et donc, qu'on le veuille ou non, sa simple existence modifie une foule de choses. Et c'est ça que le pape veut rappeler. Donc, arrêtez de penser que c'est juste une chose qu'il suffit de l'utiliser avec une belle intention et tout ira bien. Même avec les meilleures intentions du monde, l'IA ne demeure jamais neutre. Donc, il faut être conscient de ça et c'est là, après, qu'on va pouvoir la développer et l'utiliser. Et c'est là que vient son image biblique entre construire Babel ou reconstruire Jérusalem. C'est-à-dire, nous sommes en train de construire un nouveau monde là, avec l'IA, qu'on le veuille ou non. Mais quel monde on va construire? Un monde où la technique est au service de la personne humaine, ou la personne humaine, au contraire, devient de plus en plus au service de la technique. Donc, quel va être vraiment le centre et le but de tout ce qu'on fait? Et ça me rappelle un grand philosophe, Ivan Illich, qui lui avait fait cette distinction un peu entre l'outil et le système. Donc, l'outil, pour lui, c'était quelque chose qui reste toujours dans le contrôle de l'usager. C'est nous qui décidons quand et comment on l'utilise. Ça favorise l'autonomie, la créativité personnelle. On n'a pas besoin d'être un grand expert. Ça nous aide à nous relier entre nous, etc. Donc, il pensait par exemple au vélo, à l'imprimerie, à la flûte, au marteau, des choses comme ça. Alors qu'un système contre-productif pour Illich, et c'est un peu ça que le pape est en train de décrire, que l'IA risque de devenir pour nous, c'est quelque chose qui impose ses propres fins à l'individu, qui nous rend dépendants d'experts aussi, et qui, plutôt que nous rassembler, créer la communion, nous isole dans des rôles les uns contre les autres, même souvent. Et Illich pensait à des choses qui vont peut-être surprendre plusieurs personnes, mais il disait, par exemple, nos systèmes d'éducation ou de santé, ou même nos systèmes de transport, quand ils se développent trop et deviennent trop gros, finalement, des fois, ils se retournent contre nous. Ça devient des machines trop lourdes et puis finalement, dans des centres-villes, on se déplace moins vite parce qu'il y a trop de trafic puis c'est trop compliqué, ou il y a des systèmes d'éducation où c'était tellement immense que finalement, on se demande si le système ne sert pas plus les fonctionnaires que vraiment le savoir en bout de ligne. Et c'est ça là, qu'il ne faut pas que l'IA devienne. Est-ce que l'IA est une machine qui va se nourrir des humains? Ou est-ce que vraiment elle va être à notre service? Donc, on veut pas on veut pas que l'intelligence artificielle et les grandes entreprises deviennent un peu comme l'État-providence. Dans le fond, c'est ça qu'on retient parce que justement, qui embrasse trop mal étreint. Donc, et ça fait partie d'une autre réflexion apportée par le pape par le pape Léon XIV, pardon, au numéro 110, 111. Là, il appelle à désarmer l'IA, désarmer l'intelligence artificielle de ce qu'on pourrait appeler deux logiques. Là. La logique de compétition armée aujourd'hui, qui n'est pas juste militaire, mais économique et cognitive. Donc, c'est la course à l'algorithme le plus performant, la banque de données la plus vaste, dans le but de consolider un avantage géopolitique ou commercial de tous les autres. Mais c'est aussi la soustraire au monopole. Bon, le monopole, c'est parce que justement, les monopoles rendent ces technologies-là indiscutables, incontestables, et donc finalement, elles viennent nous emprisonner parce qu'on n'a plus accès à comment elles sont orientées. On a délégué comme personne ou comme société à certaines, dans ce cas-ci, entreprises, mais ça pourrait être des États aussi qui veulent s'accaparer de cette technologie-là et viennent l'orienter. Donc, finalement, on vient dire que, là, je ne veux pas dire qu'il y a une contradiction, mais peut-être paradoxale, où il y a deux principes complémentaires, mais qui doivent toujours rester ensemble. Donc, on dit qu'on ne doit pas soustraire l'IA à la logique de la compétition, mais en même temps, on dit qu'il ne faut pas de monopole. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier un peu ces deux notions? Ouais. Le pape ne dit pas
Ne crée pas une opposition, je dirais, entre public et privé. Comme si l'IA est gérée par des compagnies privées, ce serait mal. Puis si c'est l'État, ben là, ça va bien aller. Ça, c'est beaucoup trop simpliste comme vision. Imaginez que c'est la Corée du Nord qui contrôle l'IA. Je pense pas que ça va bien aller. Donc, Ou le en Canada, fait, là, des fois, aujourd'hui, il y a des dérapages aussi, plus près de chez nous. ouais. Et le pape, lui, par exemple, ben, il est contre l'euthanasie. Ben, il y a plein d'États en ce moment qui font des lois en faveur de l'euthanasie. Donc, c'est pas évident que parce que c'est un État qui régule quelque chose, qu'automatiquement, ça tombe dans le vrai et le bien de son point de vue non plus. Donc, le pape, lui, ce qu'il dit plutôt, c'est qu'il faut que tout le monde participe, qu'il y ait une co-responsabilité et que ce soit surtout pas dans la main de quelques individus seulement qui, eux, décideraient pour l'ensemble de l'humanité. Donc, ces quelques individus, ça peut être des seigneurs de l'IA, ces propriétaires de grandes multinationales privées, mais ça peut être quelques personnes, personnalités politiques aussi, qui, à la tête d'un gouvernement, prétendent être dans la lumière et décider pour tout le monde. Non, il faut que la gestion des algorithmes, du développement de l'IA, les normes éthiques, politiques, tout ça soit géré par le plus grand nombre de personnes possible. Et c'est pour ça qu'il remet de l'avant la notion de corps intermédiaire, la société civile, c'est-à-dire toutes ces organisations entre l'État et l'individu. Donc, la compagnie privée a son rôle à jouer, certainement, les associations, les syndicats, les paroisses, les familles, tous ces regroupements intermédiaires entre les deux grands extrêmes doivent être impliqués dans les processus et c'est là qu'il dit qu'on aura une véritable co-responsabilité au service du bien commun. Certains diront, oui, mais comment cela va-t-il se faire? C'est pas facile, mais lui, son rôle du pape, c'est surtout d'exhorter les gens justement à prendre leurs responsabilités et de ne pas abandonner à un tout petit groupe toutes les grandes décisions, les grandes orientations que nous aurons à prendre. Hmm. Il y a aussi une question qui est sous-jacente, là, que le pape souligne encore, c'est la question du transhumanisme ou du post-humanisme, là, comment on peut les distinguer. Parlez-nous comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte que l'intelligence artificielle ne soit pas, disons, l'instrument du post-humanisme ou du transhumanisme, mais plutôt de l'humanisme, on pourrait dire. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux notions-là et en quoi est-ce qu'elles ne servent pas l'humain? Est-ce qu'on peut, par exemple, le transhumanisme, normalement, on entend ça comme étant une volonté de l'être humain de se dépasser lui-même en utilisant la technologie. Donc, on pourrait penser à une volonté exacerbée de corriger des défauts. Donc, le génisme pourrait éventuellement rentrer là-dedans. Et on le voit, c'est déjà... bon, Junger Habermas parlait de l'eugénisme libéral. Donc, d'une certaine façon, dans nos sociétés, quand on essaie de faire, par exemple, des bébés in vitro, on va choisir le père selon des critères biologiques et tout ça. Et donc, on ne choisit pas les défauts, on choisit ce qui nous apparaît comme étant des qualités et des forces. Donc, on est déjà implicitement dans nos sociétés libérales dans une forme d'eugénisme, on pourrait dire pratique, là, parce que ce n'est pas toujours pensé. Et on le voit aussi dans les modes du Botox et tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments de la nature humaine des inconforts de la condition humaine qu'on essaie de corriger. Donc, comment faire en sorte que l'intelligence artificielle ne s'insère pas dans cette logique qui nous amène à renier ce qu'on est finalement? Et c'est là que le texte du pape est intéressant, parce que plutôt que de nous donner juste des petites normes techniques ou juridiques ou diplomatiques sur comment bien gérer le développement de l'IA, il dit qu'il faut retrouver une vision de ce qu'est un être humain, non seulement individuel, mais collectivement aussi, et quel est le but de la vie humaine. Alors évidemment, lui, contre le post-humanisme, le transhumanisme, il propose le christianisme, c'est-à-dire plutôt que de vouloir transformer l'homme par ses propres forces, ou dépasser l'homme par la machine, comme si l'homme était devenu désuet, eh bien, il faut plutôt sanctifier ou convertir l'homme en le mettant en relation avec Dieu. Donc, vous ne serez pas surpris que pour le pape, la solution est avec Dieu. C'est-à-dire que oui, l'homme est appelé pour le pape à se dépasser, mais pas se dépasser orgueilleusement en comptant seulement sur lui-même, mais se dépasser par une relation avec le divin. Donc, plutôt que une numérisation de l'homme, c'est une divinisation de l'homme qu'il met de l'avant. Donc, il va dire un primat de la personne humaine sur juste l'efficacité, par exemple, un primat de la relation, de la contemplation sur seulement la possession, la consommation ou l'action,
il faut accepter nos limites. Donc, il revient beaucoup avec cette idée qui avait été développée par le pape François, la faiblesse, la maladie, le fait qu'on n'est pas des dieux, ça peut devenir une chance d'entrer en relation les uns les autres, d'avoir besoin les uns des autres, le partage, etc., la compassion qui va se développer, plutôt que de penser qu'il faudrait éradiquer toutes les limites de l'homme pour devenir une sorte de surhomme, un cyborg, je ne sais quoi. Et donc, c'est ce grand choix. Il faut se demander, là, on développe l'IA, mais on la développe pourquoi? Est-ce que c'est pour toujours juste plus d'illimité, je dirais, ou c'est pour l'infini? Parce que, vous savez, il y a une différence entre illimité et infini. L'illimité, c'est flou, c'est fluide, c'est indéfini, c'est chaotique, c'est ce qu'on peut toujours mettre plus, comme de l'argent, par exemple, on peut toujours avoir un peu plus d'argent. Ou quand on a nos trucs de défilement infini là, sur TikTok, on peut toujours avoir un nouveau vidéo. C'est illimité, mais ça ne nous comble pas. L'infini, c'est quelque chose qui est absolu, c'est un sommet. C'est ce qu'une fois qu'on l'a, il ne nous manque de plus rien. Puis évidemment, pour le pape, la seule chose absolue et infinie, c'est Dieu. Et donc, l'IA, en fait, elle va servir quoi? C'est tout le temps ça la question sous-jacente au texte. Quel est notre but ultime comme société humaine? Quelle est la finalité, finalement? Donc, on peut penser que d'un côté, il y aurait des avantages commerciaux purs et simples, mais on peut penser aussi à des projets qui sont en train de naître. Là, si on écoute Elon Musk, par exemple, et ses bases spatiales et tout ça, faire de la planète, faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Bon, est-ce que c'est oui ou non une bonne chose? L'avenir nous le dira, mais c'est quand même des projets humains qui viennent décloisonner, bon, selon moi, disons, l'humanité dans sa gestion un peu monotone aujourd'hui. Là. C'est comme si on était dans une optique de décroissance où on avait perdu cette volonté de découvrir et de dépasser nos limites. Il y a quand même ce risque-là aujourd'hui qui est surtout dans l'école, selon moi, de ceux qui veulent contrôler l'IA. Et peut-être que justement, c'est des personnalités un peu excentriques comme ça qui n'ont plus rien à prouver, qui n'ont que des rêves à réaliser comme Elon Musk, peuvent nous aider justement à trouver une finalité au-delà de la simple rentabilité. Donc, à suivre, mais c'est certainement ce on voit qu'il y a quand même un engouement pour cette philosophie-là, notamment dans l'introduction de SpaceX à la bourse qui a eu lieu la semaine dernière. Mais un autre événement qui a eu lieu la semaine dernière, et ça, c'est peut-être plus lié à nous, Canadiens. Mark Carney a même parlé au téléphone avec le pape Léon XIV pour parler de ce document. Et la semaine dernière, Mark Carney a publié une loi. Il a fait adopter une loi sur les médias sociaux sécuritaires du Canada, rendant les médias sociaux et plateformes d'IA responsables et plus sûrs, selon lui, et interdira l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Et donc, ça fait écho un peu à un des numéros qu'on retrouve dans l'encyclique, là, qui parle justement que la littérature, au numéro 141, la littérature psychologique et psychiatrique a mis en évidence avec une insistance croissante comme une exposition précoce et non encadrée aux appareils numériques et aux réseaux sociaux peut avoir des répercussions négatives sur le sommeil, l'attention, la régulation émotionnelle, tout ça. Donc ça, on le sait. Est-ce que selon vous, donc d'une certaine façon, les intentions du pape et du gouvernement fédéral sont au diapason, mais est-ce que le pape demande d'une manière obligatoire ou, disons, suggère fortement d'encadrer au niveau étatique? Est-ce que peut-être le pape dit que oui, il faut encadrer, mais c'est peut-être le travail des parents aussi. Donc, cet appel à la responsabilité-là. Et comment est-ce que vous voyez un peu comment penserait ou quelle est la philosophie du pape Léon XIV sur l'encadrement de ces plateformes-là? À quel niveau doit-elle se faire, selon vous? Bien, c'est une réponse multiple. Je ne pense pas que le pape dise voici ce que tout État devrait faire en toutes circonstances. Justement, ce n'est pas son rôle. C'est aux politiciens, c'est à chaque organisme, à son niveau, à lui, à réguler. Et bon, une société peut avoir un certain consensus. Par exemple, au Québec, on a décidé dernièrement qu'il ne fallait plus qu'il y ait de téléphone dans les écoles. Et puis, ça a fait assez consensus. Donc, on peut avoir, il n'y a rien qui empêche l'État, dans certaines circonstances, de légiférer, mais il ne faut pas empiéter. C'est là le principe de subsidiarité, par exemple, sur le fait que les enfants n'appartiennent pas à l'État, mais ils appartiennent d'abord aux familles.
Et donc, l'État vient un peu aider peut-être les familles ici parce qu'à la fin, on pourra toujours contourner assez facilement ces choses. Les ados sont très futés, là. Il va falloir surtout que les parents aient des discussions avec leurs enfants. Une chose que j'ai toujours trouvé intéressant parce que là, on bouge un peu ici, on parle plus des réseaux sociaux que de l'IA. On sait que plusieurs pédopsychiatres ont découvert qu'une des meilleures manières d'aider les ados à se réguler, parce que tôt ou tard, ils auront à le faire par eux-mêmes, hein, quand ils auront atteint l'âge, eh bien, c'est de leur demander à eux-mêmes, toi, combien d'heures par semaine veux-tu passer avec ton téléphone ou dans les réseaux sociaux? Et la plupart du temps, les enfants eux-mêmes voient que c'est pas bon pour eux de passer trop de temps et proposent un nombre d'heures beaucoup plus bas que ce qu'aurait proposé le parent. Et ainsi, on peut mettre une limite sur le téléphone, mais suite à une prise de conscience de l'enfant dans un dialogue. Et puis, ben, ça peut être une manière intéressante. Plutôt qu'un État qui déciderait pour tout le monde que c'est 1 heure par semaine, ça m'apparaît un peu trop du mur à mur. Je pense qu'il faut garder la subsidiarité, laisser à chaque niveau, c'est-à-dire surtout dans ce cas-ci aux parents, le dernier mot, mais peut-être que l'État peut venir en aide. Par exemple, il y a des pays qui demandent à tous les diffuseurs d'Internet, je pense à un autre enjeu ici, l'accès à la pornographie, de bloquer automatiquement l'accès à la pornographie et c'est à chacun d'appeler son fournisseur Internet ensuite pour demander de débloquer. C'est une sorte d'aide ici aux parents. C'est toujours possible individuellement de faire ce qu'on veut, mais a priori, c'est bloqué plutôt que l'inverse. Donc, ça, c'est une manière dont l'État peut venir en aide ici à l'éducation. Très bien. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais on aurait pu parler de dépendance, on a pu parler du marché du travail qui va éventuellement être et peut-être est déjà affecté grandement par l'apparition de cette intelligence artificielle et qui est en train de menacer, alors que peut-être la fin du 20e siècle a fait tabula rasa de beaucoup d'emplois liés à l'industrialisation. Qui est délocalisé dans d'autres pays et donc a mis beaucoup de monde, surtout des gens moins spécialisés, des métiers moins spécialisés au chômage. Ben, aujourd'hui, c'est plutôt les travailleurs de bureau qui seraient les éventuelles nouvelles victimes de cette faucheuse à emploi. Et il va certainement y avoir une période, à tout le moins, dans le meilleur des cas, de transition où on devra affronter ces défis-là. Et justement, le pape, dans son encyclique, en parle. Malheureusement, on ne pourra pas en parler, mais ça sera l'occasion de vous retrouver, Simon Lessard, pour discuter un peu de ces différents enseignements, de ces nouveaux défis qui ont lieu. Et on voit aussi, puis en terminant, peut-être vous prononcer là-dessus, on voit comment le message du pape, à tout le moins dans l'univers des intelligences artificielles et des États et tout ça, a été reçu de part et d'autre d'une manière assez positive et même qu'il y a eu un écho. Nous, on n'est pas peut-être habitués au Québec. Certains évêques vont avoir des messages et ça ne passe pas nécessairement aux nouvelles, mais au contraire, au niveau mondial, le pape, sa parole compte, c'est ce qu'on se rend compte. Comment est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est vraiment le Québec qui est dans une bulle là, qui fait semblant que ça n'existe pas? Le Québec est certainement dans une bulle. En ce moment, je suis en France, en Europe. Le pape fait l'actualité fréquemment. La parole du pape compte parce que d'abord, c'est une parole profonde, inscrite dans une grande tradition, parce que nos sociétés occidentales ont été pétries de christianisme depuis 2000 ans. Que vous soyez chrétien ou pas, c'est un fait tout simplement. Parce que le pape est le guide spirituel de plus d'1 milliard de personnes dans tous les pays du monde sur la planète. Donc, sa parole a une influence sur toutes les populations aussi. Et parce que, comme me disait un ami récemment, si un jour des extraterrestres débarquent sur la Terre et demandent un seul représentant pour dialoguer, ce sera probablement pas le président américain qui va être choisi, probablement beaucoup plus qu'on va s'entendre que ça va être le pape qui va être envoyé pour le dialogue et nous représenter. C'est-à-dire qu'il est encore cette sorte de figure paternelle, même pour les non-chrétiens, une figure éthique, spirituelle, qui n'a pas de... Le pape n'est pas puissant économiquement et militairement, ce qui lui donne une sorte de plus grande objectivité lorsqu'il parle du bien commun de l'ensemble de l'humanité. Et c'est extraordinaire de voir comment tous les médias séculiers à travers le monde ont beaucoup réfléchi et parlé de cette encyclique, qui n'est ni de gauche ni de droite, c'est très intéressant, qui peut bouleverser autant les idéologies de gauche comme de droite, parce que justement, le pape se place à un niveau de vision du monde ici qui est à un niveau beaucoup plus élevé et profond. Et on a vu justement dans cette même couverture à quel point de gauche et droite essayaient de récupérer et de souligner les aspects de l'encyclique qui faisait, entre guillemets, leur affaire. C'est ce qu'on retient. On invite bien évidemment nos auditeurs à aller
consulter les différentes interventions que vous faites dans les médias ainsi que dans le Verbe Média où vous êtes journaliste et vous écrivez et vous vous prononcez sur ces questions liées à l'impact des enseignements de l'Église sur la société, mais également sur l'Église elle-même, pourrions-nous dire. Alors, Simon Lessard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fait plaisir, Francis. Et dans la deuxième partie du podcast de cette semaine, nous avons la joie d'être en compagnie pour la première fois d'un collaborateur de Libre Média, Simon Demers. Simon Demers, bonjour. Bonjour, c'est vraiment gentil d'invitation. Bien content d'être là. Ça fait plaisir puisque vous avez récemment publié une lettre d'opinion intitulée « Un peuple ne dure pas sans le vouloir » qu'on peut aller consulter et lire dans son intégralité sur Libre Média ou libre-media.com. Alors, on voit dans on pourrait même parler d'un certain plaidoyer pour le conservatisme, non pas un conservatisme, disons, rigide et dogmatique, mais un conservatisme tout le moins parce qu'un peuple ne peut pas perdurer dans l'histoire sans conserver ce qui lui est le plus cher. Et c'est peut-être ce que vous déplorez, qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le bon grain et l'ivraie ces temps-ci, en méprisant parfois même jusqu'à la nation. Donc, on l'a vu dans ces différents politiciens qui ont fait la promotion de cet univers post-national et tout ça. Donc, vous placez un peu à faux contre cette opinion. Mais parlez-nous, pour vous, là, Simon Demers, cette prétention à perdurer d'une manière automatique, presque robotique, c'est vraiment une illusion et même une tentation, selon vous. Oui, bien effectivement. Comment dire, mon intérêt pour le conservatisme, hein, c'est porté à la base lorsque jeune, je me suis rendu compte que la transmission, bref, avait eu une coupure. Moi, c'est vraiment au niveau de la transmission que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un manquement à ce niveau-là. Puis, force est de constater qu'en lisant plusieurs essayistes, des Jacques Beauchemin, Jonathan Livernois, même Hubert Aquin avec sa fatigue culturelle du Canada français, on se rend compte que déjà, dès les années 60, hein, on se rendait compte d'une certaine fatigue de conservation, du moins d'une fatigue de la culture canadienne-française et maintenant québécoise. Hein. Moi, quand je parle de Québécois, souvent, je parle d'abord et avant tout de souche. Hein. Autant que j'ai de la problématique avec la québécitude, hein, qui inclut un peu tout le monde et qui délie un peu même et qui embrouille, je veux dire, l'aspect national. Toutefois, j'aime utiliser le mot québécois pour rendre le concept plus audible un peu. Mais donc, dans cette erreur de transmission-là, puis dans ce temps long québécois-là, on sent qu'il y a une sorte d'abri du monde. C'est comme si on se cachait un peu à l'abri du monde pour ne pas avoir à se nommer, ne pas avoir à exister comme peuple entièrement. Puis dans ce non-commitment-là, dans ce non-engagement-là, finalement, on se protège un peu que l'histoire se fasse. C'est comme si on se protégeait en quelque sorte de vivre les conséquences de l'histoire, alors que l'histoire se fait un peu à nos dépens. Hein. On le voit avec ce qui se passe actuellement, avec l'immigration massive, avec justement tout le pari finalement de la Révolution tranquille qui était le patriotisme civique en général, de rendre le Québécois, tout Québécois est celui qui vit sur le territoire du Québec. Mais on voit maintenant ce que ça fait. Ce nous-là, ce nous national-là, issu d'un souvenir historique au temps long, est plus nommable aujourd'hui. Donc le conservatisme que moi je tente d'incarner, c'est un peu comme à l'image de l'Église, hein, la tradition, c'est-à-dire un passé qui éclaire le futur et le présent. C'est ni un fixisme rétrograde, ni une sorte de conservatisme un peu petit pop là, en plastique de Maurice Duplessis. Là. J'essaie vraiment d'incarner une sorte de tradition au temps long. Puis cette permanence-là, en fait, que je nomme dans le texte, est le symptôme, je trouve, psychiatrique d'une société ou d'une nation qui a peur de se nommer, peur que l'histoire se fasse, parce que aussi la difficulté à nommer quand l'histoire a commencé pour elle. Donc voilà, en gros.
Donc, ben, c'est ça. Parlez-nous d'abord peut-être pour cette coupure de transmission dont vous-même vous auto-identifiez comme victime de ce refus de transmission-là. Ben, on en est tous affectés, plus ou moins, en tout cas, par la génération boomer et en dessous. Et donc, cette coupure dans la transmission, vous l'avez vécu. Est-ce que ça a toujours été quelque chose un besoin, un manque que vous avez ressenti personnellement ou dans votre entourage, ou c'est quelque chose qui est venu avec des réflexions, en regardant les autres époques et en voyant que, bon, il y avait une singularité dans votre expérience? Absolument. Ben, tout ça a commencé, je dirais, moi, mon père était comme on dit en bon Canadien français, un tapeux de pied. Mon père aimait la musique folklorique traditionnelle, puis avait un père, puis un grand-père qui étaient des chansonniers, tapeux de pied, comme on dit en bon français, chansons à répondre, tout ça. Puis c'est seulement à l'âge d'environ 30 ans que mon père m'a fait à Noël une clé USB, puis une session là, dans laquelle on se rencontrait, puis qu'on était vraiment... Il me transmettait cet héritage-là de chants folkloriques, de musique hybride, un peu irlandaise, canadien-française. Tout ça, tout était un peu mélangé dans tout ça. Même pour lui, je pense que c'était pas tout à fait clair. Mais en prenant contact avec ça, oui, j'ai été surpris par plusieurs petites brides de ce monde-là qui est assez amusant. Mais aussi le fait que, pourquoi j'ai pas connu ça avant? Pourquoi on m'a pas transmis ça lorsque j'étais petit? Pourquoi j'ai pas pu connaître ça plus tôt? Alors que un de mes enfants avait déjà 3-4 ans à ce moment-là. Donc, pourquoi j'ai pas pu déjà transmettre ça? Et pourquoi mon grand-père a très peu finalement transmis ça à mon père, qui lui-même a dû rechercher par lui-même chez son grand-père, tu sais. Donc, cette rupture de transmission-là, oui, ne serait-ce qu'au niveau de la chanson, mais a montré une sorte de non-volonté de filiation. Hein. C'est comme si l'auto-engendrement se refaisait de génération en génération, puis on espérait un peu que la musique populaire mondiale, américaine, bref, nous éduque ou nous transfère la bonne information. Donc, c'est un peu de façon, c'est très vulgaire quand on y pense, là, mais c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a eu faute de transmission. Et ensuite de ça, c'est toute l'histoire que j'ai dû réapprendre justement via plein d'essayistes, via l'école aussi en théologie, me réapproprier un peu l'histoire de l'Église du Québec, l'histoire de l'Église mondiale, recomprendre pourquoi on ne m'a pas transmis ce qui a en fait fondé notre civilisation. C'est comme si l'histoire, finalement, avait commencé en 1960 avec le Sage, puis qu'avant ça, ce n'était qu'obscurantisme et Moyen-Âge, en gros. Là. Donc, globalement, pourquoi on ne m'a pas parlé de cette magnifique épopée mystique-là, justement, qui était celle de la Nouvelle-France? Pourquoi on ne m'a pas parlé de ça? Donc, c'est comme ça que mon intérêt ou du moins mon constat de non-filiation, de non-transmission a débuté. Qu'est-ce qui explique ça d'une certaine façon, ce refus de transmission? Parce que là, bon, on dit souvent que de la génération de la Révolution tranquille, donc cette volonté de faire une table rase du passé, c'est surtout manifesté à partir de 1960, une génération qui décide de nationaliser l'Église, finalement, pour faire les choses assez bref. Et donc, pour faire table rase du passé, il faut l'accuser de tous les maux, finalement. Donc, c'est la Grande Noirceur et c'est ce romantisme révolutionnaire qu'on nous a imposé d'une certaine façon à travers les cours d'histoire au secondaire. Mais parlez-nous, selon vous, qu'est-ce qui explique ça? Parce que oui, d'un côté, on pourrait dire c'est parce qu'ils voulaient créer quelque chose de nouveau. Oui, c'est parce qu'ils avaient une fierté d'une certaine façon. Ils considéraient que le passé n'était pas digne d'eux. Donc, il y avait peut-être un surplus de confiance qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas voulu transmettre. Mais est-ce qu'on peut aussi penser qu'ils avaient honte aussi. Donc, oui, surplus de confiance par rapport à ce que les ancêtres avaient réalisé, mais aussi une honte par rapport à cette histoire-là qui était jugée peut-être, pas à la hauteur des aspirations de cette génération-là. Puis, est-ce que c'est justement, oui, on peut juger, entre guillemets, ce qu'on a hérité et prendre, faire du bon, distinguer faire du vin nouveau avec... on peut pas faire de vin nouveau avec des outres neuves, mais on peut discerner le bon grain de livret, comme je le disais. Donc,
selon vous, est-ce que c'est, d'après vous, est-ce que c'est davantage par honte du passé ou par une espèce de surconfiance là, en ses propres capacités qui ont motivé le fait de ne pas transmettre? C'est une très bonne question que tu poses, Francis, parce qu'effectivement, c'est déjà ce que Vadeboncoeur, ce que je nomme dans le texte, avait discerné dans l'optique de cette permanence-là. Justement, c'est une sorte de volonté un peu plus violente, en fait, de vouloir se nommer sujet politique. Donc, on était, mettons, selon plusieurs spécialistes de l'histoire, selon des historiens, nous serions dans la période, mettons, acte d'union jusqu'à peu près en 1959, on serait dans une sorte de survivance apolitique dans laquelle le sujet québécois n'était pas politisé, il était en mode, comment dire, revanche des berceaux, il était en mode vraiment peupler la terre, tout ça. C'est Il justement vivait aussi à travers l'institution de l'Église là, à ce moment-là. vivait à Aussi. travers l'Église et c'est aussi justement à travers ce mouvement-là, à travers ce canot de sauvetage-là un peu que finalement c'est créé l'effet d'éternité que je parle, un peu du monde à l'abri du monde. Mais justement, je pense que c'est dans une dialectique, dans une sorte de, à la fois dans la hâte de se nommer comme sujet politique, donc se doter d'un État qui allait finalement protéger politiquement des acquis canadiens-français, mais qui demandait quand même de faire plusieurs concessions. Puis c'est là l'enjeu qui est un peu problématique. Mais en même temps, peut-être aussi d'une sorte de honte de ne peut-être pas avoir réussi à le faire avant. C'est pour ça que plusieurs spécialistes et historiens nomment qu'en 1960, c'est comme si, mais déjà quand Duplessis est décédé, Paul Sauvé, qui avait pris la relève, avait nommé dans un discours désormais. Il parlait dans un discours, puis il avait nommé désormais. Fait que déjà, en partant à la mort de Duplessis, avait amené une sorte de vent nouveau dans la vie politique québécoise. Juste son décès, finalement, avait amené même au sein du national, avait amené cette envie de vent nouveau-là. Donc, je dirais que c'est très dialectique dans la psychiatrie québécoise d'un côté, d'avoir voulu un peu faire une place rapidement en politique, coûte que coûte, des fois en jetant le bébé avec l'eau du bain, malheureusement, et en impliquant et en inculquant de force le concept de québécitude et tout ça qui a fini par nous laver en quelque sorte dans l'histoire au temps là. Mais en même temps aussi une sorte de regret peut-être de ne pas l'avoir fait avant, j'ai l'impression. Mais souvent, quand on regarde les mouvements de l'histoire, du moins au Québec, c'est tout le temps une peur de disparaître et en même temps une envie de s'afficher politiquement qui crée le mouvement de l'histoire du Québec. Donc, c'est un peu des deux, j'ai l'impression. Donc, selon vous, on est comme passé justement de cette vision de la survivance où on ne s'affirme pas politiquement, peut-être à un moment de résurrection entre guillemets politique et on est peut-être retombé justement dans cette vision de la survivance par ce mythe de la sortie de l'histoire. Là, on revient plus, on rattrape le présent avec justement les philosophies telles que le multiculturalisme exacerbé, le globalisme et tout ça, qui sont d'une certaine façon des façons de déléguer notre propre agir collectif sur le réel, à tout le moins le réel qui nous entoure, parce que je pense pas que le Québec a les moyens ou les prétentions à l'hégémonie et à l'impérial. On est loin du risque de la tentation impériale au Québec, ça c'est sûr et certain. Donc, mais justement, maintenant que on a vécu dans ce mirage justement de la sortie de l'histoire qui nous protégeait, vous dénotez dans votre texte, Simon Demers, certains dangers dans lesquels, disons, nous sommes, entre guillemets, retombés et cette peur de la disparition peut revenir au niveau, avec la politique au jour le jour, notamment celle de l'immigration massive qui apporte des problèmes au niveau de la perte la préservation du français et tout ça. Donc, même ces nouvelles populations qui arrivent avec leur propre tradition et peut-être pas cette honte d'exister comme dont on a parlé un peu durant cet entretien, ils arrivent et nous sommes un peu désarmés parce que nous n'avons pas reçu un peu cette fierté et l'amour de notre culture. Donc, parlez-nous un peu de comment affecte un peu cette immigration. En quoi est-ce un défi
défi pour la nation canadienne française ou peut-être même pour l'inclusion de ces nouvelles populations pour qu'ils fassent qu'ils puissent faire de leur jeu un nous avec la population locale. Comment est-ce que, selon vous, commençons peut-être par le diagnostic un peu néfaste, quels sont les effets pervers, selon vous, de l'immigration massive sur ces réalités dont la langue française au Québec? Oui, mais d'abord et avant tout, c'est cette capacité-là à nommer qu'est-ce que le nous. Déjà, dans les années 60, le concept du nous devenait déjà ambigu à l'époque, mais l'est d'autant plus aujourd'hui. Puis, j'aime prendre parfois l'image du navire de Thésée, hein, cette image philosophique-là de Plutarque, qui nommait qu'à la force de changer les planches d'un navire pour en sauvegarder le souvenir, on finit tellement par changer de planche que finalement, le souvenir du bateau, finalement, ne reste qu'un souvenir. Puis on n'a plus vraiment d'idée sur qu'est-ce qu'était ce bateau-là. Puis finalement, quand on le regarde aujourd'hui, ben, c'est plus du tout notre bateau. T'sais. Et puis, j'ai l'impression un peu que j'ai avec la nation canadienne-française, c'est qu'à force de juxtaposer de force des gestes politiques pour tenter de se commettre justement dans le monde politique, on s'est nous-mêmes oubliés là-dedans. Le nous n'est plus nommable aujourd'hui au Québec. On n'est plus capable de nommer qu'est-ce que le Québécois. On est obligé de mettre des suffixes incroyables pour réussir à expliquer qu'est-ce qu'un Canadien français finalement ou qu'est-ce qu'un de souche. Ça devient très compliqué. Et je ne suis pas de ceux, en fait, qui sont pour une certaine pureté raciale, là, et même l'appel du terme de race, justement, dans Maria Chapdelaine, qui autrefois ne voulait pas du tout dire ça, hein, qui est vu maintenant aujourd'hui comme quelque chose de très dermique. Autrefois, elle n'était pas du tout ça. Mais force est de constater quand même que ce symbolique-là du terme de race, qui ne veut pas du tout dire couleur de peau, mais cette race qui ne sait pas mourir, finalement, ben aujourd'hui, on se pose la question. Cette race qui ne sait pas mourir, finalement, qu'est-ce qu'un Québécois aujourd'hui? S'il n'est pas mort, il est en voie de. Je suis très fanatiste dans l'approche. Je crois qu'il est très possible de créer du Québécois. Si quelqu'un veut s'enraciner, tout est possible. Force est de constater que On pourrait avoir une vision un peu, disons, intersectionnelle, au sens où peut-être québécois ou canadien français, toute personne qui désire et qui a l'amour du Québec et de son histoire et finalement qui s'auto-identifie. On peut s'auto-identifier québécois si on a cet amour-là et ce feu brûlant pour l'histoire du Canada, de la présence française depuis Jacques Cartier jusqu'à aujourd'hui, finalement. Absolument, absolument. Toutefois, ce qui est difficile, c'est justement quand on n'est plus capable de s'auto-identifier nous-mêmes comme porteurs de certain héritage. Lorsque l'héritage qu'on possède, on ne la connaît plus, on ne la transmet plus. Elle reste finalement une sorte de souvenir un peu carton-pâte qu'on aurait finalement transcendé avec la Révolution tranquille. Ce qui fait que finalement, c'est un bien piètre accueil, j'ai l'impression, pour toute population qui, elle, désire s'identifier, désire s'enraciner. Comme je dis toujours, c'est pas le destin nécessairement d'un Marocain de venir disparaître dans une population américaine ou canadienne. Son destin est de s'enraciner quelque part comme tout être humain, puis de fixer les racines, puis de se développer. Donc, encore une fois, la question du nombre vient en lien ici dans l'équation. Tant que nous ne saurons plus nommer qui nous sommes, d'où nous venons, et de contrôler d'une certaine manière les quantités de personnes qui souhaitent s'y intégrer, c'est une question de temps avant que cette fameuse race qui ne sait pas mourir finisse par disparaître complètement, finalement. Et donc, comment est-ce qu'on peut, on peut arriver aux différentes solutions? Parce que oui, d'un côté, on peut mettre des mesures restrictives pour mieux encadrer l'immigration ou toutes sortes de choses, mais en même temps, on l'a manifesté, c'est davantage l'amour qui fait en sorte que les autres peuvent aimer avec nous, finalement. Donc, l'amour de la langue française, pour ceux qui ont vécu des mariages civils, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai déjà assisté, là, on perd un peu l'âme du mariage au sens où
ça devient un juge ou une personne ayant droit qui fait la lecture des droits et devoirs d'une manière assez désincarnée et c'est un texte juridique aride et tout ça. Donc oui, oui, l'amour conjugal et le mariage inclut cette dimension de droits et de devoirs réciproques des époux, mais il manque le plus important n'est pas inclus dans cette lecture qui est justement l'échange des vœux de fidélité pour toujours et tout ça, donc et finalement de l'amour de l'homme pour la femme, pour sa femme, et de femme pour son mari. Donc, on a vraiment tout cet élément-là du juridique qui découle et on voit que, par exemple, dans les rituels religieux, notamment catholiques, pour ce qui est de notre tradition, ben, on voit la beauté non seulement par l'espace lui-même, les églises et tout ça qui respire avec le Sacré-Cœur de Jésus, avec le cœur qui aime et tout ça. Donc, on voit la symbolique qui est là, les robes et tout ça. Donc, c'est véritablement, si on se contentait du texte juridique, droit et devoir pour inciter les gens à s'unir à cette joie, ben, c'est sûr que ça serait assez aride. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement et tout ça est toujours dans la restriction, est toujours dans l'obligation pour faire en sorte que ça reste comme ça de force par l'utilisation des moyens coercitifs qui lui sont qui sont son apanage. Mais comment faire en sorte, bon, d'abord, est-ce que vous avez le même diagnostic que moi au niveau de la culture? Est-ce que vous avez l'impression que les Québécois ou les Canadiens français ou ceux qui vivent au Québec aujourd'hui transpirent de cet amour de leur histoire et de leur présent et tout ça? Et sinon, comment pouvons-nous réanimer, à tout le moins, ce qui est finalement l'essence même d'une nation? Oui, bien, effectivement, lorsqu'on voit dans les médias dernièrement justement l'importance que reprend le mot bien commun, hein, le fait d'entendre beaucoup le terme de contrat social. Nous, c'est un mot qui me fait vraiment mal. Contrat social, c'est quelque chose qui me blesse. Bref, je pense qu'en ayant fait du tout à l'État, finalement, depuis 60 ans, comme Christopher Lasch le disait, hein, finalement, d'avoir créé ce paternalisme sans père, qui finalement a fait muter un peu l'autorité parentale, l'autorité paternelle vers l'autorité de l'État, finalement. Je crois que de ramener l'amour de la famille, le besoin de la famille, la non-contrainte qui est d'être père de famille, mère de famille, de ramener, comme tu l'as bien nommé, l'aspect sacré, l'aspect du vœu. Hein. On est dans une génération dans laquelle on a mis littéralement fin au concept de vœu pour le remplacer par le terme de contrat, finalement. Une union civile est une union contractuelle. Donc, à partir du moment qu'il y a plus d'intérêt à partager ce contrat-là, ben, le contrat est déchiré et puis il n'y a plus de contrat. En gros, alors qu'un vœu, c'est autre chose. Et je pense qu'il faut ramener du moins cet amour culturel-là de ce qui a fondé le Québec dans la tradition de l'Église notamment, d'abord et avant tout, hein, par l'union de l'homme et la femme, dans toute cette altérité-là que demandait l'acceptation de l'autre. Et ensuite de ça, ça va laisser la place aussi à l'acceptation de la réelle, du plus grand, finalement, de la plus grande altérité qui est celle de Dieu, de retourner vers cette vision verticale du monde-là. Ça peut être que bénéfique. Tant qu'on va rester dans un climat d'individualité, de logique du contrat, d'immanence, logiquement, je ne vois pas comment on peut retourner à un amour des racines, un amour de ce que fondé le Québec. Et nécessairement, ça va se faire avec un retour aux traditions catholiques qui nous ont vu naître, ou ça va disparaître. Je ne vois pas comment, sans retourner vers l'Église, qui a été historiquement toujours notre canot de sauvetage et qui le sera encore, selon moi, dans de nouvelles modalités. On s'entend qu'on n'est plus dans les mêmes modalités, mais je crois que de retourner, en fait, les institutions premières comme priorité dans nos vies, celle de la parentalité, la famille, d'abord et avant tout, la société civile aussi à travers ça. C'est vraiment ça qui va voir, je pense, le Québec perdurer dans sa culture. Jamais oublié que le terme de culture vient aussi de culte quelque part. Hein. On ne parle pas de musique pop ici. Là. Donc, d'où l'importance de retourner à cette culture réelle-là. Finalement, ce pays réel-là et non pas ce pays légal, comme l'aurait dit Charles Maurras. Est-ce que vous avez utilisé le terme retourner à l'Église? Est-ce que ça ne serait pas plus
juste de dire réorienter parce que, comme vous l'avez montré, bon, quand on parle de Dieu, la famille et tout ça, rien de ces réalités ont disparu, mais c'est plus l'objet, c'est-à-dire que cette volonté de l'être humain de s'en remettre à une institution plus grande avec son clergé, entre guillemets, avec ses rites et tout ça, C'est subsidiaire, tout on, le monde. Ouais. oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que de l'Église catholique, dans ce cas-ci et tout ça, mais la famille et tout, vous l'avez mentionné, la paternité, une paternité sans père. Donc, l'État joue ce rôle de paternité. L'État finit par jouer ce rôle de la religion. Il finit par État-providence. C'est l'État qui devient provident. Donc, on prend une caractéristique traditionnellement donnée à Dieu et on la met vers l'État. Donc, finalement, il n'y a peut-être pas un retour à Dieu plutôt que de réorienter les aspirations des individus et des collectivités vers leur objet propre. C'est-à-dire, on ne donne pas de culte à l'État, on donne un culte à Dieu par l'entremise de l'Église. On n'a pas d'amour conjugal avec l'État, on a un amour conjugal entre parents et finalement, et un amour familial avec ses propres enfants et non pas, etc., etc. Donc, comment revivre? Bon, vous l'avez mentionné, peut-être que cette culture-là, comme un jardin, c'est-à-dire que oui, il suffit pas la culture, ce n'est pas se mettre à la place de la graine qui pousse, mais lui donner les conditions pour qu'elle puisse éclore. Donc, est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés, non pas à la coercition, mais plutôt à l'espèce de présentation d'une vie, entre guillemets, ordonnée, c'est-à-dire une vie où chacune des dimensions de notre être sont vécues au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière, finalement. Donc, et donc, l'amour de la patrie aussi va pouvoir retrouver, et de son histoire et tout ça, va pouvoir retrouver son véritable objet. Donc, d'une part, il y aurait une opération de défalsification, c'est-à-dire qu'on arrête de dire que l'État est Dieu, bon, la première des choses. Donc, on démystifie l'État pour lui redonner sa place qui lui revient. Donc, et d'un autre côté, donc une espèce de purification psychique qui doit être faite pour les Canadiens, pour les Québécois. Et d'autre part, ben justement, essayer de faire en sorte que des choses qui grandissent aujourd'hui, ces réalités, puissent être bien orientées. Donc, comment est-ce que ces deux fonctions négatives et positives peuvent se faire selon vous aujourd'hui? Bon, par exemple, au Libre Podcast, c'est un peu ce qu'on fait. On essaie de bien réorienter les esprits, mais aussi, il faut que ça vienne au cœur, puis il faut que ça vienne aussi dans le concret des vies, là, c'est-à-dire dans les chants, dans la production de l'art, du cinéma et tout ça. Donc, comment est-ce que vous voyez un peu le futur à court et à moyen terme pour réussir cette double opération? Oui, bien, je pense que effectivement, votre propos, ton propos par rapport à justement ton ouvrage sur la Révolution pour rien, c'est vraiment le cœur. Puis je pense que on a un peu la même vision là-dessus. Hein. Finalement, on a sacralisé l'État pendant que l'Église elle-même se démissionnait un peu en quelque sorte de son rôle de médiateur. Et je pense que ça va être de réinvestir les couches subsidiaires finalement qui dépassent l'individu. De plus laisser, encore une fois, comme dans les 60 dernières années, l'individu face à l'État seul, mais de réembaucher les gens dans les strates subsidiaires. Justement, d'avoir une parentalité forte, d'avoir une communauté communautaire. Moi, je suis un acteur dans le domaine du communautaire à Québec, des OBNL. Je vois à quel point c'est un milieu qui s'est gangréné par l'étatisme, c'est-à-dire que 95% des organisations fonctionnent à peu près à 100% de budget de l'État. Il n'y a plus de philanthropie, il n'y a plus de donations, il n'y a plus de rien. Donc, ce qui se passe, c'est que cette communauté-là, qui est finalement l'extérieur de la maison familiale, c'est même elle vue envahir par les propriétés de l'État, qui, oui, effectivement, est issu de l'État-providence. Tout ça pour dire que je pense que le monde civil doit réembaucher ces strates successives-là qui nous amènent notamment à l'Église, finalement de prendre ça de l'État puis le redonner aux couches subsidiaires qui, elles, pourront beaucoup mieux aider et beaucoup mieux exalter l'individu, cet autre avec un grand A là aussi. Donc, voilà. C'est pas des questions sur lesquelles je me suis beaucoup penché. Par contre, sincèrement, je suis beaucoup dans la forme, en symbolisme. J'essaie d'être plus pragmatique récemment. Puis justement, ton ouvrage
aide beaucoup, je trouve, à ramener ça un peu plus au niveau historique et sociologique. Mais voilà. Donc, on rappelle à nos auditeurs le titre de votre texte « Un peuple ne dure pas sans le vouloir », un texte de Simon Demers qui était avec nous pour justement partager son opinion. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Francis, de l'invitation. C'est un grand plaisir. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Bien évidemment, nous vous invitons à venir nous visiter au libre-media.com et à vous abonner pour avoir un accès illimité à tous nos contenus. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.